Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de QLS. On se retrouve pour débriefer de la J15. Aujourd'hui, c'était une semaine plutôt cool. La semaine prochaine, double journée. Ah ouais? Bah oui, gros, il y a match Fener et Real. Vrai. Il y a les double journée, mais bon, il n'y a pas de match le week-end, ça va sécher les entraînements, tout ça. Vu ma performance d'hier, je sais pas si je vais aller au match du Fener. Le Real, c'est bon, j'avais négocié l'absence, mais là, rater les deux entraînements, bon. Hein? Bon. Ouais. À voir. T'as besoin de t'entraîner, c'est vrai. Ouais, je pense. Je vais aller à l'Oux, je pense, demain. Je vais faire un peu de cardio Tu aussi. vas à quelle heure? Vas-y, toi, tu fais cardio. Non, tu ça, peux tu vas à quelle heure? Bref, on en parlera Ah, après. ok, d'accord. Écoute, toi, t'as pas joué parce que vous Non. êtes exclu forfait général. Oui, j'ai mon que sommet vous- fesses. Voilà. Bizarre l'ambiance. Non, le match. Ça, normalement, tu montes direct. Hein. Bizarre l'ambiance, non, blague à part. Ouais, match reporté, donc à janvier, c'est pas plus mal. Donc au moins on se repose. Ouais. C'est la trêve déjà. Bénef, j'ai été voir mes gars jouer. Il y en a un, il s'est blessé. Le J, on pense à toi. Super ton match, t'as voulu faire le Boris Joessi, que des passes à trésor pour qu'il bitrave, merci. Et le deuxième, ton pote, il croit, il est à côté de moi, il est là, et vraiment, la D1, il peut pas jouer au basket. Première réaction, perte de balle, après il est timide, on est là, je suis censé voir jouer les autres. Ça y est, c'est bon. Dis le positif aussi. Vous avez perdu. C'est ça, positif. Non, deuxième mi-temps, c'était mieux. Deuxième mi-temps, c'était voilà. mieux. Deuxième mi-temps, t'as été un peu plus agressif et tout, mais comme en première mi-temps, t'as fait la tasse, ça marchait pas, tu vois. Voilà. Je suis d'accord, j'ai fait la tasse. C'est pas une question de niveau basket. C'est une Exactement. question de C'est la tête. Lizzy Relentless, les gars. Bref, vas-y, on a fait une intro de 8 minutes. Gros. Non, on a fait notre viens, normal, viens, toi, on commence. c'est direct, tu vois. Voilà, faut que ça... Comme les. hein. Ouais, bizarre, calme-toi. Bref, on commence comme d'hab par les clubs français. Aujourd'hui, je vous fais juste un petit sommaire. Au montage, je vous mettrai pas de sommaire. On engagera un monteur. Toi, tu peux faire ça, hein. Oui. Tu sers à rien, frère. Donc, les clubs français, le daily review en rapide, hein, évidemment. On fera nos top et nos flops avec un flop sur lequel on pourra un peu plus débattre. Bien sûr. Et aujourd'hui, on a une petite séquence sur les meilleures progressions. Donc les MIP, je crois que de toute façon, il y a un trophée, ça s'appelle la Breakout Season en Euroleague. Donc voilà, on va vous faire une petite liste de joueurs, et puis après, comme d'hab, le 5 de la semaine. Tout ça, On connaît déjà. on est parti sur les clubs français. C'est parti pour les clubs français. On commence par Monaco, qui a joué le jeudi, qui affrontait le Fenerbahçe. Ils ont joué? Le Fenerbahçe? Non, je crois Bah, pas. comme moi en première mi-temps. Ah hier. ouais, de ouf. Ah ouais, vraiment. Oh. Oh, vas-y, parle-en si tu veux, moi j'ai rien à dire sur ce match. Bah si, moi j'ai des trucs à Non, mais dire. côté Fener, je parle. Ah non, côté Fener, il n'y a rien à Ah dire. oui. À part que Wade Baldwin fait encore un match dramatique. Je vais vous donner les stats de Wade Baldwin. 13 points, 3 sur 11 à 2 points, 0-2 à 3 points, ce qui fait un magnifique total de 3-13. 6 rebonds, 3 passes, 4 pertes de balles, 12 dévals, moins 26 de plus-minus. Bon, tu me diras, ils prennent 30 points d'écart, c'est ça? Ils C'est prennent ça. combien? 69-99. 30 points d'écart, donc bon, moins 26, ça va. C'était pas le pire. Mais Nigel tu- Davis qui fait un très bon match individuellement, qui a moins 31 de plus-minus, qui fait 30 dévals, il fait 28 points, avec un pourcentage à 3 points très très douteux. 1-9, pour ne pas le citer. Voilà, bon après, ils n'ont pas existé. Ils n'ont pas existé parce que bah, déjà Monaco a extrêmement bien défendu, par l'intermédiaire d'un certain joueur qui n'était pas utilisé depuis 1 an et demi, monsieur Terry Tarpey, C'est vrai. qui n'était pas beaucoup plus utilisé en Euroleague par Spanoulis depuis son arrivée, mais là, vu qu'Alpha Diallo est blessé pour 3 semaines, bah t'es obligé de le mettre. En plus, c'est un peu le même profil. Et franchement, enfin le même profil. On m'en fort quand même. Ouais, non mais parce qu'offensivement, il joue moins de pick and roll, etc. Mais après, sur les actions qu'il a eues, il a été magnifique. Il commence le match, il fait 3-4 interceptions très tôt dans le match. Il met son premier tir à 3 points, il t'apporte la transition, tu le vois driver, faire des petites passes pour les intérieurs. Franchement, t'avais tarpé. Moi, je l'ai mis MVP du match, même si statistiquement, c'est pas celui qui fait la meilleure éval et tout. Mais l'impact qu'il a eu défensivement, et surtout aussi, il y a, je crois que c'est Nigel Davis qui a essayé de le poster. Je peux pas. Hein. Poto, ça marchait pas. Hein. C'est bien dur. donc c'est hyper intéressant d'avoir juste vu cette image-là de Terry Tarpey face au Fener. En plus, c'est une grosse équipe, tu vois. Donc justement, j'espère que ça va pouvoir apporter des solutions. Le jour où Alpha Diallo, bon, depuis que Spanoulis est là, Alpha Diallo est toujours bon, tu vois. Mais là, en plus, il va avoir 3 semaines où il va pouvoir se montrer. Là, il y a 2 matchs la semaine prochaine. Très content pour Terry Tarpey, encore une fois. C'est un joueur qui fait pas de vagues, qui a toujours été pro, et là, il a sa chance et il l'a saisi, tu vois. Moté Younas aussi, qui fait un énorme match au rebond.
Je crois qu'il prend 11 rebonds. Ouais, 11 rebonds, c'est ça. Et donc il fait 20 dévals avec 9 points. Monaco a dominé. On a retrouvé. Et à la limite, même, ils font 20 passes d'ess. Toujours cette perte de balles, donc très bonne perte de balles. Et 20 passes d'ess encore. Je crois que c'est le plus bas total depuis que Spanoulis est arrivé. Mais c'est toujours 4 de plus que ce qu'il faisait en moyenne. Donc voilà, toujours le même jeu. Du pic. Si t'as pas pu jouer directement sur le pic, tu renverses, ça réattaque et tout. Franchement, ça fait plaisir. Voilà. Hein. Jordan Lloyd aussi très bon, Okobo est toujours dans sa lancée. De toute façon, il n'y a pas eu de match. Quand tu gagnes 2-30 comme ça. Il n'y a pas eu de match et tu l'as justement dit. Monaco a dominé la tête et les épaules avec leur leader Mike James et Okobo qui roulaient tranquillement. Moi, je donnerais des petits points dans des catégories un peu plus tard sur certains joueurs. J'en parle pas forcément là maintenant. Mais je suis d'accord sur ce que tu as dit par rapport à Terry Tarpe aussi. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a apporté, que ce soit défensivement, sur le travail de l'ombre, mais cette capacité aussi à tenir les jeunes. Donc voilà, bon match de Monaco sur leur lancée. J'ai pas regardé. Ils sont deuxièmes. Juste derrière Paris. Tu regardes qui joue la semaine prochaine ? Ouais, je vais dire ça tout de suite. Alors, ils jouent Bayern sur mardi. Et sur la deuxième journée... à Munich ? Non, à Monaco. Ok, donc ça et va. Real. Donc, donc deux victoires, normalement. Une, je pense. Contre Real. Oui. Le Bayern, c'est très fort à domicile. Ça a l'air un peu moins à l'extérieur. Ils sont invaincus à domicile encore. Ils ont encore gagné ce week-end. Ouais. Du coup, Spanoulis, il a fait Pana, Olympiakos, Berlin. Et là, c'était son 4e match. Donc, il fait de 12 à 15, du coup. Au niveau des journées. Juste pour donner, du coup, les stats. Monaco est toujours deuxième au ranking. Comment ça s'appelle ? Au rating, pardon, merci. Au rating offensif. Deuxième au nombre de points marqués, 92 points. Ils sont toujours premiers au turnover. Deuxième au pass, 22,8. Bon, bah voilà, si on avait parlé un peu plus en profondeur des changements depuis que Spanoulis est arrivé, ça se confirme. Et là, défensivement aussi, il commence à remonter. Il commence à avoir des valeurs assez hautes, notamment sur le pourcentage à 3 points autorisé, sur le nombre de passes décisives autorisées, le nombre de pertes de balles qu'ils provoquent, donc ils sont dans le top 5 sur tout ce que je viens de citer, les interceptions aussi. Donc voilà, ils sont en bonne forme, et en plus d'être en bonne forme, comme je l'ai dit déjà la semaine dernière, avec un jeu pareil, moi je vois Monaco être capable d'aller très loin. Je ne sais pas s'ils iront très loin, mais en tout cas, je vois plus ce plafond de verre qu'il y avait de 1 contre 1, 1 contre 1, 1 contre 1. Voilà pour Monaco. Ça me va. On passe sur les deux autres clubs français qui s'affrontaient. Qui se jouaient en plus. Voilà, Asvel contre le Paris Basketball. Le Paris Basket qui était sur 10 victoires d'affilée, qui avait battu l'Olympiakos au Pirée. On se disait, bon, allez, là, l'Asvel, ça va le faire tranquille. Et bam ! Tu te fais attraper. Tu te fais attraper par une équipe qui déjà te connaît, parce que forcément vous êtes dans le même championnat. Donc vous avez l'habitude de vous jouez minimum 4 fois dans la saison. Au minimum, aller-retour en championnat, aller-retour en Euroleague, et après il peut y avoir les coupes aussi. Donc c'est une équipe qui a un très bon plan. J'ai trouvé que le plan de l'Asvel était de dire TJ Short, détruis-nous, pas de problème. Par contre les autres ils vont pas nous détruire. Et sur cette tactique-là, même si Paris a réussi à revenir de par leur MVP, parce que Mike James, pas du tout, pardon, parce que TJ Short fait un très gros match là-dessus. Je trouve que Paris a manqué d'adresse extérieure pour vraiment inquiéter l'Asvel. L'Asvel a su mettre les tirs au bon moment, a su répondre au bon moment, et notamment, on en parle déjà depuis quelques semaines, je trouve, mais déjà le jeu qui est proposé par Pierrick Poupet, qui est tout à fait satisfaisant, qui est vraiment très encourageant, qui donne vraiment plaisir. Et au-delà de ça, Mbaye Ndiaye, encore une fois, pour moi c'est le MVP de mon match. Ouais, bah moi. Théo Malédon a fait un gros match. Les deux. Théo Malédon a fait un très très gros match et qu'on aurait pu le mettre, mais j'ai mis Mbaye Ndiaye parce que vraiment ce qu'il a proposé, encore une fois, sur ce match est assez fort. Théo Malédon est dans la continuité de ce qu'il sait faire. Sur les 7 derniers matchs, il a plus de 30 dévals. Ouais, ça va. Joueur correct. Je pense que ça montre à quel point il s'est très bien acclimaté, il est très bien revenu, et moi je le dis, n'ayons pas peur des mots, là, il domine l'Euroleague. Il domine l'Euroleague. Oui, c'est dommage que l'Asvel soit... C'est ça. Et encore, ils sont à 6-9. L'année dernière, je crois qu'ils gagnent 6 ou 7 matchs sur toute la saison.
Ils sont pas loin, hein. Ils sont à un ou deux matchs du play-in. Pour l'instant, ils existent. Hein. Mais en tout cas, sur le poste 1, sur les meneurs qui puissent exister à l'heure actuelle dans l'Euroleague, il y a TJ Short et il y a lui. Il y a Facundo Campazzo aussi. Il est dans le haut du classement. Ouais, mais je parle pas de cette équipe de merde. Ils ont le même classement. Qui l'eût cru après 15 journées que le Real et l'Asvel auraient le même classement, tu vois. Ils ont pas le même budget, donc c'est un problème. Donc non, franchement, Paris se fait attraper. Par contre, j'ai un point. Je sais pas ce que toi, t'en as pensé. Moi, j'ai un point très important sur la défense à l'Asvel. Est-ce que Paris un jour, il va défendre ? C'est un plot. Ah, c'est un plot. T'es dur, hein, parce que Paris c'est quand même un vrai bon défenseur. Ah non, c'est un plot, je te jure. Le match, je regardais, c'est un plot. Toutes les actions, il se fait driver. Toutes les actions, il cherche la balle. Après, il s'est fait driver sur TJ Shorts. Pas que. Bah moi j'ai des situations où je le vois en un contrat sur TJ Shorts, il fait easy, il accélère. Mais gros, il y a personne qui tire TJ Shorts. Non, mais sur ça, je t'en veux pas, c'est pas grave, c'est normal. Mais c'est un plot. Des fois, il va chercher la balle sur le premier dribble, il se fait battre. Après, c'est un filou, tu vois. Mais ça y est. Non, mais je veux dire, je crois que c'est pas loin d'être le meilleur intercepteur de l'Euroleague, ou l'année dernière, il était meilleur intercepteur de l'Euroleague. Mais tu sais, ça, c'est les mecs qui trichent en défense. Et après, au niveau du gabarit, il est un peu sous-dimensionné, donc souvent il va être puni. Bon, TJ Shorts, tu me diras, c'est pas le plus gros gabarit du truc, mais il a une interception par match. Après, sur l'homme, ça n'a jamais été un grand défenseur. Là où ce que Paris a très bien fait, c'est que les intérieurs de Paris font très bien les Gortat screen. Et du coup, il n'y a pas d'aide en fait. Une fois que TJ Shorts il est passé, il n'y a pas d'aide. Il a mis un nombre de lay-up incalculable. Mais tu peux pas tenir TJ Shorts en 1 contre 1, c'est impossible. C'est impossible. Mais ça c'est pas ce qu'on lui demande. On ne demande pas de tenir TJ Shorts en 1 contre 1. Il est trop fort, il va trop vite, il n'y a personne qui le tient. Mais il est catastrophique. Mais franchement, regarde, tu peux me lire ce qu'il y a écrit, s'il te plaît ? J'ai un peu du mal avec l'anglais. Impact to shield defensive rating, moins 8,9, donc il a un très bon impact. Non, je suis pas d'accord avec ça. Le defensive rating, c'est c'est moins il y a de points, plus c'est... Donc il a un très bon impact, sauf que... Attends, je vais trouver la stat. Sauf que tous les drives, ils passent par lui à chaque fois, donc je comprends pas. Non mais sur ce match-là, quand t'as un match-up face à TJ Shorts, mais sur la saison, je suis désolé, c'est dur de dire que Paris Lee est un plot en défense. Moi je te trouve dur, mais après t'aimes pas Paris Lee, gros. C'est comme l'année dernière, tu disais il peut pas tirer à 3 points. Paris Lee, c'est pas un mec que tu veux prendre des tirs à la fin de match. Contre le Real, je pense qu'il t'a fait fermer ton fiac. Il a mis un tir très bas. J'ai pas de problème avec Paris Lee, pour moi c'est un très bon joueur. Juste que là c'était trop. Toutes les actions où il se fait driver, fais un effort. Mais il y a personne qui tient TJ Shorts. Mais c'est pas tenir TJ Shorts, t'as le droit de rester en face de lui en fait. Tu ne peux pas rester en face de lui. Si, tu peux rester en face de lui. Non. Si, tu restes en face de lui. Moi non, j'ai pas un joueur professionnel. Gros, en Euroleague, et j'ai envie de dire dans le monde, il y a très peu de joueurs, je pense, qui peuvent rester en face de TJ Shorts. On le voit, hein. Il fait 41 dévals. Pareil, tu regardes ses dévals sur la saison, il est très haut. Là, j'ai vu que Malédon était repassé 3ème à l'éval. Le premier, TJ Shorts, il est 2ème, il a 23-6. Malédon, il a 23-3. Et Mirotic, il a 23-9. Poto, il fait des évals aussi. Hein. TJ Shorts, il est costaud. Est-ce que je suis en train de te dire que il a 19 points par match. Hein. Est-ce que je suis en train de te dire que TJ Shorts, on peut pas le... Il a 37% à 3 points, mec. Ah là, en ce moment, il plante. Hein. En ce moment, il plante. Bref, moi, j'ai trouvé... Alors, je sais que les fans parisiens vont pas être d'accord avec moi. Mais je pense qu'on est d'accord sur ça. On en avait parlé un peu. J'ai trouvé les arbitres assez gentils avec Paris. Surtout en deuxième mi-temps. Tu vois le truc où Mbaye Ndiaye il prend ce rebond, il bouge les... Oui, c'est Mbaye... Non. C'est l'inverse. C'est Nil Sako. Oui, Nil Sako, excuse-moi. Nil Sako qui fait comme ça, il touche même pas Kevarius Hayes, offensive. Après tu vas critiquer, en même temps il y a rien, tu te prends technique. Il y avait des trucs bizarres, tu vois. Tyson Ward, il drive, il va mettre le coup de... C'est les mêmes... Tu vois, Smilagic, à chaque fois qu'il met un drive ou un tomar, c'est toujours annulé parce qu'il met toujours le coude dans la tête du mec. Là, Tyson Ward, il fait la même chose, et c'est revu, et ils maintiennent le lancer. En fait, bon, ça, c'est les arbitres, mais à tous les niveaux, on va pas parler des arbitres d'hier non plus, mais c'est un minimum de cohérence. Si, quand tu drives, tu mets le coude, c'est un truc quand même qui est simple, surtout à la vidéo, tu mets le coude dans la tête de ton défenseur, tu siffles offensive, ok, mais siffle offensive à tout le monde, tu vois. Smilagic, il a pas le droit de mettre un dunk, parce qu'il fait tout le temps ça, et là, sur Tyson Ward, après, tant mieux pour Paris. Paris, tu vois, au début de saison, était un rookie d'Euroleague. TJ Shorts, on le disait, et ça me faisait penser à Sylvain aussi l'année dernière, qui avait pas de coup de sifflet parce que il avait pas encore gagné le respect. Aujourd'hui, ils ont gagné ce respect-là. Tant mieux pour eux. Bravo à l'Asvel, franchement, ils font kiffer. Moi, de toute façon, les 3 équipes, depuis que Spanoulis est arrivé, les 3 équipes françaises me font kiffer.
L'Asvel, comme tu l'as dit, propose du très beau jeu. Ils font jouer les jeunes, tu vois, ils s'appuient moins sur Nando de Colo. T'as Mbaye Ndiaye qui joue, t'as Théo Malédon qui est monstrueux, t'as Nil Sako qui a fait un début de match exceptionnel. On a beaucoup moins vu Geoffrey Lauvergne sur ce match. Nil Sako, il fait encore un très très bon match. C'est pour très rapidement. Faut qu'on parle d'un bug aussi. Et c'est bien parce que je trouve que depuis sa blessure, il est un peu redescendu, on va dire. Depuis qu'il s'était blessé, il a été un peu redescendu. Mais aussi parce que Geoffrey Lauvergne était revenu à 100%. Bien sûr. Et il était blessé en début de saison. Mais là, il a fait vraiment un bon début, je suis d'accord. Tu parlais de qui ? Je parlais de Leon Kraser. 1 contre 1, Leon Kraser, Rudy Gobert. La bricasse qu'il a envoyé mon pote. Qui gagne en 20 minutes, t'as un chrono de 20 minutes. Entre qui ? Entre Rudy Gobert et Leon Kraser. Rudy Gobert, quand même. On rappelle ça qu'il a mis un fait de l'année dernière pendant les playoffs. Mais Leon Kraser, franchement, et comme je t'ai dit, moi je le défends parce que tu vois, il fait les petits trucs, notamment contre l'Olympiakos et tout, il a tenu Milutinov et tout. Défensivement, des fois, il apporte de ouf. Mais là, il a envoyé pas deux bricasses sous le cercle, main gauche. Déjà, pour moi, t'es un pivot pro, tu dois avoir les deux mains. Tu vois, c'est normal. Mais là, il était tout seul sous le cercle. Et c'est pas en mode une bricasse, genre ça passe un peu de l'autre côté. C'est un bon bang. En mode, on dirait il a essayé de contrer, sauf que lui, c'est lui qui avait la balle. Gros, la balle, elle est partie tellement fort, mais ça me dépasse de faire ça. Bon, après, voilà, c'est un joueur. C'est ce que je disais, moi, sur le poste 5. Je pense que l'année prochaine, Paris, faut essayer de prospecter le marché sur un poste 5, mais c'est dur de... Poste 5 de Rolex, c'est trop cher. Ils n'auront pas le budget, surtout s'ils veulent garder TJ Shorts. Tout le monde va avoir des offres beaucoup plus chères que ce qu'ils ont à Paris, c'est sûr. Après, peut-être faire un coup, tu vois. Par exemple, l'Asvel, il récupère Nil Sako. C'est un joueur qui était dans le championnat de France, qui n'était pas encore en Euroleague. Et au final, tu vois, il a le niveau. On a vu les années précédentes, que ce soit Tyreek Jones, que ce soit Moses Wright. Tu peux aller chercher des mecs qui ne sont pas estampillés Euroleague. En Eurocup. Ouais, en Eurocup, en BCL, aller chercher des mecs comme ça. Là, l'Olympiakos, du coup, ils ont signé Nathan Mensah. Tu peux essayer d'aller chercher ces joueurs-là, faire des coups. Ça marche ou ça marche pas. L'avantage, c'est qu'avec l'Euroleague, tu as quand même la flexibilité de... Tu vois, on le voit là, par exemple, l'Olympiakos, ils ont signé encore un joueur. Je sais plus quelle équipe avait signé. Enfin, tu peux encore signer des joueurs jusqu'à tard et couper des joueurs. Donc, je pense au Maccabi, par exemple, qui arrête pas de signer des joueurs et de quitter. Donc voilà, c'est le point. Petit truc sur Maodolo qui a été le Maodolo qu'on n'aime pas sur ce match-là. Vraiment que du step back et sans succès. Donc voilà. Dernier truc côté Asvel que j'ai noté, quand il y avait un line-up sur la fin des 4 dernières minutes, on l'a dit la semaine dernière que l'Asvel est la meilleure défense d'Euroleague dans le 4e quart-temps. Le line-up, c'est Shaquille Harrison, Théo Malédon, David Laïti, Mbaye Ndiaye, André Robertson. Défensivement, tu respires pas. Tu peux switcher sur tout. T'as de la taille. Harrison, il te met de la pression. T'as Malédon qui est un petit peu en dessous. Laïti qui peut défendre de 2 à 4. Et derrière, t'as Robertson et Mbaye Ndiaye qui ont des bras comme ça et qui sont capables aussi de switcher sur les petits. Et en plus de l'autre côté, si en attaque, tu commences à mettre comme Mbaye Ndiaye, parce qu'à la fin, c'était les James et que et Théo Malédon aussi. Mais Théo Malédon, c'est normal. Oui. C'est ça. C'est normal, mais après, regarde, Evan Fournier aussi, c'est normal, le match qu'il fait contre l'Étoile Rouge. C'est un match. Ce que je veux dire, c'est que ça peut arriver aussi d'avoir des... Théo Malédon, tu l'as dit, depuis 7 matchs, il est hyper régulier. Ouais. Le peu de matchs où il a pas été bon, moi je l'ai dit. Il y en a un ou deux, mais voilà. Mais sinon, il est exceptionnel. Donc moi, ça me surprend pas, mais Mbaye Ndiaye qui joue à ce niveau, ça me surprend. Et quand André Robertson aussi, qui peut mettre des tirs et des drives, ça commence à être relou, quoi. Donc, non, c'est bien, Asvel, c'est bien, continue. Voilà. Keep going. Voilà pour les clubs français. On passe sur le Daily Review. Allez, c'est parti pour le Daily Review. Alors, sur le Daily Review, franchement, il y avait beaucoup de matchs qui ne me disaient pas. Tu vois, les matchs qui me disaient, par exemple, Monaco-Fener, ça a été un blowout. FS-Pana, ça a été un blowout. Bref, il y avait beaucoup de matchs, tu vois, je me disais, ouais, par exemple, Bayern-Maccabi, ouais. Alba-Partizan, ouais. Tu m'as dit, regarde Alba. J'ai juré, il m'a dit, regarde Alba-Partizan, le match, il était trop gaze, juste la fin de match était bien. Le 3e quart-temps, oh là là, j'ai dû me rincer les yeux parce que c'était tellement moche. Perte de balle, tir à 3 points. Parce que Spaniolo, lui, tu sais, il s'en bat les couilles, il monte la balle, il tire. C'était n'importe quoi. J'avoue, la fin de match était game. On peut commencer sur ce match si tu veux en rapide. De toute façon, la fin de match, elle a été dans les mains d'un certain joueur. Tam Jones. Voilà, évidemment. Ok.
Non, Carrick Jones, mais je trouve que t'es dur quand même parce que autant le 3 carton, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de pertes de balles, mais je trouve que le match au global, tu vois, moi, c'est un match où je m'attendais à rien à la base et j'avais plus de temps sur d'autres matchs et je trouve que Berlin, ils ont fait un bon match après un premier carton vraiment ultra offensif. Bon, les défenses étaient un peu en option, ça je suis d'accord, mais que ce soit Carrick Jones, que ce soit Sterling Brown, il a eu une crise à un moment, il mettait tout. Ouais, non, mais c'est sur la fin de match. Oui, la fin de match. Il mettait tout, il voulait plus arrêter de Il a dit, moi je connais le gymnase. Hein. Mais en même temps, côté Berlin, ils ont eu du répondant. Marinkovic qui remet des tirs, Karim Jones qui met deux lancers, puis après il y a l'égalisation de McCormack. Enfin, tu vois, je trouve que le match il était sympa, c'était un bon match. C'était un bon match à voir. Je t'ai pas dit c'est le match de l'année, sinon je t'aurais dit c'est le match de l'année. Je t'ai dit regarde Partizan Berlin. Ouais, voilà. Bah regarde. Je savais très bien que j'allais pas regarder quoi. Bah oui. Enfin, si j'allais regarder. T'avais pas regardé à la base. De loin. Donc voilà. Si, parce que j'aime bien le Partizan. Donc je te dis regarde et ça valait le coup. Après, Brandon Davis il est stupide, apparemment il connaît pas les règles du. Ça, c'est une dinguerie. Hein. Donc apparemment à Dijon il y a un joueur qui a fait ça. L'année dernière, Elio Kobo il a fait pareil. Tu peux expliquer un peu ce qui s'est passé pour les gens qui nous regardent? Bah, en gros, Brandon Davis, ils sont à combien? Ils sont à plus 1? Ouais. Ou plus 2? Non, ils sont à plus 2, il a 2 lancés, je crois. Non, ils sont à plus 1. Ils sont à plus 1, il a 2... Non, ils sont à plus 2, Ou ils sont même à plus 3, je crois. Ils sont à plus 3. En fait, ils sont à plus 2, il a 2 lancés. Il met le premier, mais ils ont je crois. 90-91. Je dis, ils sont à plus 2, je te dis. Ils sont à plus 1. Ah, ok. Ça, t'as pas regardé. Il n'y a pas eu de faute, non, mais je me souviens plus. Bref, quoi qu'il en soit, s'il mettait son dernier lancé, ça donnait l'opportunité à Berlin de prendre un temps mort et donc de pouvoir jouer une prolongation, etc. Il restait très peu de temps, genre 2 secondes, un truc comme ça. Il tire, donc il cherche à rater son lancer. Mais il a envoyé une brique, mais comme Elio Kobo l'année dernière. C'est-à-dire que la balle est allée comme si Léon Kratzer faisait un lay-up. Tout en haut de la planche. Mais je ne comprends pas, mais je l'ai noté de toute façon. Avec Jos Branizos, envoie une bricasse plus 1, il a plus 1 à 1 seconde de la fin, et il envoie une bricasse de fou furieux. Non, franchement, je sais pas si je l'ai enregistré, mais c'est vraiment un scandale de faire ça à ce niveau-là. Et du coup, Berlin a une possession sur le... Enfin, c'est une violation, du coup. Je crois qu'ils avaient plus de temps mort, donc ils n'ont pas forcément pu avancer la balle, mais tu peux quand même tenter une longue passe, etc., quoi. Écoute, le Partizan s'en sort, le Partizan est sur 5 victoires d'affilée, oui. Donc ils étaient à 2-8, ils sont donc, si mes calculs sont bons, à 7-8, ils se rapprochent encore une fois de l'étoile rouge et du play-in. Et donc voilà, Carrick Jones, bon joueur, Franck un peu moins en vue, Sterling Brown qui a taffé, Tyreek Jones aussi. John Washington qui a voulu mettre un poster mais qui a raté. Ouais. Il a envoyé la balle bien. Il a envoyé la balle bien par-dessus, mais il a fait un très bon match, John Washington. J'ai dit il est venu pour abattre, parce qu'il a été très agressif dès son entrée. Et je suis en train de regarder l'action du coup, et ils sont bien à plus 1. Oui, c'est ce que j'ai dit, je l'ai noté. Ils sont à plus 1. Ouais, plus 1. Ouais. Mais il a 2 lancés. Il a raté le premier. Il rate le premier et il rate... putain. Enlève le masque. Il a envoyé. Non, la bricasse qu'il envoie, c'est incroyable. Il a envoyé tout droit sur la planche. C'est incroyable. Ah là là. Bon, enfin bref. C'est bon, évacuons ce match parce que voilà. ça y est. On va j'ai parlé de l'Étoile Rouge qui jouait donc l'Olympiakos. C'était un gros match. Les maillots de l'Olympiakos, je sais pas, ils jouaient à quoi? C'était Dagolas. C'était un gros match, mais bon, malheureusement, il n'y a qu'une équipe qui est venue pour jouer. Très gros match de l'Étoile Rouge. On a retrouvé un peu l'Étoile Rouge qu'on a vu sur le début de saison, notamment défensivement. Avec leur MVP David Oach. Alors ouais, c'est vrai que bon, c'est ce que je disais au début de la vidéo. Quand tu te fais taffer par Luka Mitrovic et David Ovac, tu mérites pas de gagner. Mitrovic, il a été... En plus, je crois que je l'ai noté à un moment, attends. Mais il fait une très grosse première mi-temps. Attends, je me le suis noté, j'ai dit, dans mes notes, j'ai dit, Mitrovic, bon passage, des bonnes mains, c'est rare. Bah oui, wesh, il faisait des spins et tout, boum. Il passait dos au panier, il faisait un spin N1, ça, je disais, wesh. Et vraiment, il était en forme. Bon, après, l'Olympiakos n'a pas fait un bon match. Il y a quelque chose qui est assez récurrent ces derniers temps, c'est que je vois beaucoup Sacha Vezenkov se plaindre auprès des arbitres quand il n'y a pas les coups de sifflet, alors que très souvent il y a des fautes qui n'existent pas et qu'on lui donne des coups de sifflet de par son statut de MVP, en tout cas dès que c'est MVP. Donc, au bout d'un moment, il va falloir jouer. J'ai pas aimé le Van Fournier que j'ai vu cette semaine. Ah bah. Il n'a pas été adroit, il n'a pas été du tout efficace. À un moment, il a pas joué à juste titre. Par contre, j'ai pas compris. Tyler Dorsey, à un moment, il a été mis sur le terrain et après, il a été mis au placard de nouveau. Donc, je comprenais pas trop. Je trouve que Makisic a fait du bien comme d'habitude sur ce match-là et c'est pour ça qu'il joue un peu plus. Voilà, après tu l'as très justement dit, l'Olympiakos était vraiment pas là pour jouer au basket, en tout cas jusqu'à la mi-temps.
Mais je vais surtout féliciter l'Étoile Rouge parce qu'ils ont fait un bon match, ça va mieux défensivement. Et en plus, à la baguette, ils ont un certain Cody McIntyre qu'on retrouve. Il fait un passage dans le troisième quart là. Ce joueur me régale, hein. On l'a découvert l'année dernière à Baskonia, notamment avec son triple-double qu'il avait pu faire. Mais au-delà de ça, c'est un joueur qui est magnifique, c'est un joueur qui sait tout faire, qui peut distribuer, prendre des rebonds. Marquer des points, qui est plutôt bon. Et qui est très dangereux, c'est pas un gros shooter, mais par contre, quand c'est la fin de match, faut pas le laisser shooter, parce qu'il est capable de mettre dedans. De mettre dedans à mi-distance. Mais vraiment, l'Étoile Rouge a fait un super match. Ouais. On peut parler de Diago dos Santos, qui défensivement aussi a été très bon. Il a apporté aussi offensivement, mais ça, on attend de lui. Donc il n'y avait pas Teodosic, il y avait toujours pas Bolomboy, il n'y avait pas Petrousev non plus, qui, vu qu'il est prêté par l'Olympiakos, n'avait pas le droit de jouer contre son ancien club. Nedovic aussi, qui met 18 points. Franchement, tout le monde a été bon. Kalinic qui fait 16 points, 20 dévals. Et David Ovac, tu l'as dit, hein, meilleur éval aussi 20 dévals, alors que plutôt le mec. C'est les autres, quoi. Non, mais c'est Smail Aguish sans les qualités athlétiques, quoi. Mais par contre, ils ont la même cale. Ouais, bah oui, c'est pour ça. Smail Aguish, il a 24 ans quand même. Oui, bah bon, c'est pas grave, hein, ça arrive, mon gars. Peut-être qu'il va signer dans un club turc. En Turquie, mais. Bah oui. Voilà, bravo à l'Étoile Rouge, pas bravo à l'Olympiakos. L'Olympiakos, c'est sur 2 défaites d'affilée. Hein. Oui, ils se sont fait taper par Paris, là, ils se font défoncer par l'Étoile Rouge sans Teodosic, sans Bolomboy et sans Petrousev. D'ailleurs, je sais pas si on l'a dit, peut-être, ça s'est peut-être passé cette semaine, mais du coup, l'Étoile Rouge qui a signé John Brown, donc qui n'a pas encore commencé. C'est sympa. Pas de recrue. Pas de recrue. Si tu peux te passer de Mitrovic, même si Mitrovic joue plutôt 5. La semaine prochaine, l'Olympiakos joue Bologne et Étoile Rouge les fesses. Voilà. Sur la première journée. Ah oui, ok, parce que je me disais, il n'y a pas qu'un match. Très bien, on enchaîne. Si tu veux parler justement de Bologne, de Will Clyburn, qui met un 3+1 pour gagner le match je sais pas comment contre Baskonia. Vas-y, on va pas parler de ce match. Baskonia, c'est Guez, Bologne, c'est Guez. Bravo à Dusko Ivanovic pour sa première victoire. On n'en attend plus rien. On va parler quand même, mais pas tout de suite. De Pablo Lasso? Non, de Dusko Ivanovic. T'inquiète pas, on va en parler, mais dans une autre catégorie. Ok. Voilà. Évacue vite. Real Madrid Kaunas. J'ai pas envie de parler du Real. Mais tu peux parler du Real. Kaunas, bravo. Sylvain, Lonnie Walker. Lonnie Walker, gros, il a commencé le match, il a dit poteau, l'Euroleague, c'est de l'eau. It's water. It is water. Et franchement, il a fait un too small sur Tavares, il est athlétique, il avait de l'adresse. Après, il a disparu en deuxième mi-temps, par contre. Mais bon. Il y avait Sylvain aussi. Ouais, mais bon, il a le droit de continuer à mettre les tirs qu'il prend, quoi. Oui, après tu sais, parce qu'il a 20 points en première mi-temps, je crois, et il finit à 22, un truc comme ça, genre. Ouais. Oui, mais Sylvain, très, très bon match. Sylvain. Personne ne le tenait en 1 contre 1, il a son petit move, il a son hésitation, il part fort sur sa main droite. Ça fait du bien de revoir Sylvain faire un gros match parce qu'il était en perte de vitesse depuis l'arrivée de Lonnie Walker, et ça fait du bien de voir Kaunas gagner. Kaunas, franchement, c'est une équipe, comme on l'a dit, qui nous fait kiffer. On va pas s'étendre plus que ça. FS Panathinaikos, le Panathinaikos, on leur a dit, on n'arrête pas de le dire, ça fait des semaines, poteau, commencez à vous réveiller parce que sinon vous allez avoir des mauvaises surprises à la fin de la saison. Et là, si on regarde le classement, est-ce que j'ai le classement sous les yeux? Tac, tic, tac. Je vais l'avoir dans pas très longtemps. Sinon, pendant que tu cherches le classement, je peux parler de Dan Autourou. Oui. Meilleur poste 5 de l'UFS. Apparemment. Quand il rentre direct, il est impactant. Et puis surtout. Le poster sur Médias le sort. Putain, ça me dit rien. T'as pas vu? Non. Peut-être j'ai. Mais gros, il y avait moins 50, frère. Peut-être j'ai kill. Purée, mais toi, t'es fou. Il a mis un poster. Ah ouais, donc là, je regarde. Ah, c'est dans le 4ème quart. Ouais, je peux regarder, c'est sûr, je peux regarder. Il a mis un poster. Mais Mathias Sossor aussi qui met un petit poster sympa hein, sur Juancho et Yurtseven, un petit 2 pieds et une main gauche là. Ouais, donc le Pana qui est à 8-7, 10ème, donc dernière place du play-in pour l'instant, à égalité avec le Barça. Puis derrière, t'as le Partizan qui est à 7-8. Enfin bref, quand tu vois que les premiers sont à 11-4, ils ont pris du retard. Hein. Donc. De toute façon, ils cruisent. Ouais, bah là, ils cruisent pas trop. Hein. Ils cruisent, t'inquiète. Ok, d'accord. On verra quand ce sera l'heure de. On verra. Parce que là, regarde, pour l'instant, t'as Paris 1, Monaco 2, Bayern 3, Fener 4. Ça veut dire déjà, tu vas jouer à Paris. Bon, soit, à la limite, si t'es 10ème, tu vas jouer à Paris. Tu peux dire, vas-y, c'est des rookies en play-off, tu peux les passer. Est-ce que pas. Va battre Monaco. Franchement, Expanus va battre Monaco avec l'avantage du terrain. Le Bayern de Munich, s'ils sont top 4, crois-moi qu'ils passent le premier tour. Ok, moi j'attends de voir. Est-ce que ils vont vraiment arriver jusque-là? J'attends de voir, parce que t'es 4ème, d'accord, t'as l'avantage du terrain. Est-ce que forcément ça fait que tu vas passer le premier tour? On verra en fonction de qui tu te manges. Imagine, tu te manges je sais pas, l'Olympiakos ou le Real. Bah, l'Olympiakos, à mon avis, tombera pas si bas. Oui, je pense pas. Et le Real,
Mais le Bayern, gros, à domicile, ils perdent pas, ils sont à 8-0. Hein. Oui, mais d'accord, mais attends, après, il y a une différence entre les playoffs et. Non, ce que je veux te dire, c'est que le Bayern, pour moi, est l'équipe la plus faible sur le top 4. T'as Paris, Bayern, Monaco et Fener. Imagine Bayern Pana. Bah, je ne vois pas le Pana prendre 3 matchs à Munich. Ah bon 3 matchs. Oui, bah oui, faut gagner 3 matchs. Oui. À l'heure actuelle, avec la dynamique actuelle, peut-être que ça va changer d'ici là. Peut-être que le Pana va faire 10 victoires d'affilée, que le Bayern va avoir une blessure ou quoi, je sais pas. Mais à l'heure actuelle, gros, le Bayern, c'est la seule équipe invaincue. Ils sont à 8-0 à domicile. C'est pas une petite stat. Puisqu'on parle du Bayern, le Bayern, du coup, qui a encore gagné à domicile. Il jouait qui déjà? Maccabi. Il jouait le Maccabi. C'était un bon match. Ça, c'était un bon match. Ah, voilà, Ça, c'était un bon match. Andreas Hobbs, je sais pas, là, il a bu du Red Bull, je crois, depuis 3 semaines. Parce que là, il envoie des filoches, de l'espace, c'est incroyable. De plus en plus dur. Carson Edwards, toujours pareil. Devin Booker, toujours pareil. L'équipe tourne bien, c'est bien coaché, ça défend fort. Franchement, le Bayern, ils font kiffer. Moi, je voulais que Maccabi gagne. Pourquoi? Okay. Pour Jalen Horn, mec. Jalen Horn, il fait kiffer, hein. Envoyez-le en eau. S'il vous plaît, envoyez-le en équipe. Mais tu sais que j'y ai repensé l'autre jour. Oui. En vrai, sur le poste 4, il n'y a que Gershon, vous. Oui. Tu pars à 5 grands. Tu pars avec Mathias, Rudy, Victor, Gershon en 4, il n'y a plus Batum, et tu pars avec Jalen Horn. C'est qui l'autre 4? Poirier. Mais Poirier, il y sera pas, je suis désolé. Bah, il a déjà. Bon, l'année dernière, il avait fait une meilleure saison que ce qu'il est en train de faire cette année-là. Il a été blessé, donc ça a facilité un peu le choix. Mais à l'heure actuelle, si tu veux un 4, t'as déjà 3 postes 5. Poirier, il est pas. Tu vois, Jalen Horn, c'est un vrai 4. Poto avec la saison qu'il fait, en tout cas. Sur les prochaines fenêtres, il sera convoqué, on va voir ce qu'il va faire. Non, mais faut pas me convaincre. Non, mais voilà, c'est ce que je dis. Andreas Hobbs, encore une fois, 23 points, 7 sur 13 à 3 points, tranquillement. À un moment, il a commencé à prendre un coup chaud, j'ai dit, wesh, il va encore battre son record ou c'est comment? Devin Booker, voilà, 14 points, 6 rebonds, tranquillement. Franchement, tout le monde a apporté. Nico Ellerbab était un peu moins bien, on va dire, dans le scoring, mais bon, c'était propre. Jalen Horn, tu l'as dit, 25 points, 11 sur 16 au tir, 26 dévals, 6 rebonds, 4 fautes provoquées. Levi Randolph aussi qui fait un gros match à 20 points. Mais chouchou. Vraiment, mais chouchou. Wayne Gabriel aussi, 22 dévals. Ouais, franchement, au rebond, il prend 6 rebonds offensifs. Hein. Il les a bousillés au rebond offensif. Et mon chouchou, Tamir Blatt, 13 points, 10 passes, 3 rebonds, 21 dévals. Il dégaine vite en plus. C'est trop, mais même en plus, tu vois, c'est vraiment. Et c'est là que crédit aussi à Odette Katash. Bon, même si je pense que c'est les joueurs aussi qui. Mais tu vois, dès qu'il y a un switch, Tamir Blatt, il se pose pas la question. Il jette la balle près du cercle. C'est toujours au bon endroit. Non, mais même si c'est pas un loop, tu sais, ils ont le truc de le grand. Parce que souvent, le petit, il essaye de passer devant. Le grand, il tient bien. Il jette en l'air et à chaque fois, il est bien placé. Et franchement, c'est un régal. Regardez, bon, j'ai fait l'analyse de Tamir Blatt, c'est celle que j'ai faite. Allez voir Tamir Blatt jouer. Parce que c'est toujours mieux que de voir Rokas Okubaitis qui joue 32 minutes quand même. Putain. Ça fait beaucoup. Hein. Rokubaitis, il joue, hein, mon gars. Rokubaitis Rokas Yokubaitis. Il a fait des bons matchs cette saison, mais bon, je préfère voir Tamir Blatt. Oui, d'accord, mais t'es dur. Non, Tamir Blatt, il joue 24 minutes, Yokubaitis, il joue 32, gros. Mais attends. Il fait 4 points. Oui, là, mais sur le début de saison, il est très bon. Non, là, t'es dur. Il est meilleur que Tamir Blatt sur le début de saison? C'est différent, mais il a été très bon. D'accord. Est-ce qu'il est meilleur que Tamir Blatt? C'est ça ma question. Je peux pas te Parce que Tamir Blatt a été blessé, donc Yokubaitis a eu plus de temps de jeu. Il a fait un très bon match. Non, mais t'es dur. Je l'ai mis dans mon 5 de la semaine. Mais je suis désolé, Tamir Blatt est meilleur passeur de l'Euroleague aujourd'hui. Oui, mais d'accord. Je peux pas le mettre dans la même catégorie que. Je suis d'accord, mais t'es dur avec Yokubaitis. T'es dur. Toi, tu l'aimes pas. Depuis qu'il te voit ça, tu disais qu'il servait à rien, tu disais que tu pouvais faire pareil. Je peux le faire. Voilà, je ne crois pas. On a vu hier. On a vu hier. Laisse-moi montrer le poster de Mathias Le Sort. Regarde ça, clac. D'un tour sur Mathias Le Sort. Roddy B, hop là, de mon petit cross. Ça va. Allez. Ah, non, j'ai menti. Ah, un bon 2 pieds de main. Ça fait pas du bien. Avec la foot. Voilà, je vais vous mettre à la vidéo, bien sûr. Tu mettras la vidéo. Ok. On a fait le tour ou pas? Ouais, je crois qu'on a fait le tour. Hein. On a parlé du Real. Ah non, on n'a pas parlé de Barça-Milan, que j'ai regardé tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'était un bon match. C'est un bon match. C'est un bon match. Ah, mais Milan, de toute façon, il domine. Poto, Milan. Milan, il domine. Là, ça joue au basket. Hein. Milan, ça joue au basket. Et Torre Messina? Pour moi, c'est pas Ettore Messina. Moi, c'est pas Ettore Messina. Mais je pense qu'il y a des vrais joueurs qui sont intelligents. Tu vois, quand tu joues avec Fabien Causer, quand tu joues avec Nico Ménion, quand tu joues avec Zach Ledey et Mirotic, du coup. Shaquille, tu veux dire? Bah, c'est pas vraiment Shaquille O'Neal parce qu'il fait 4 sur 4 à 3 points là sur ce match-là. Ouais, c'est vrai. Dans le sens de la domination, parce que là, en ce moment, il détruit d'une violence. Mais gros, tu sais que pour moi, bon, après Mirotic, il fait aussi une grosse saison statistique.
Mais clairement, pour moi, le MVP de cette équipe, c'est Zach Ledey. Non, là, tu mens par contre. Non, là, tu mens. Toi, c'est ça ton problème. Toi, tu veux mentir ici. Tu vois, on est là, on fait une émission sérieuse. Dans l'impact, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, Mirotic, Zach Ledey a été un peu blessé. Ouais. Et Mirotic a été très bon aussi quand Milan était dramatique. Donc Mirotic a des stats qui sont un peu au-dessus. Oui. Parce que mais c'était des stats vides. On l'avait dit, quand Milan était sur sa série de défaites, il faisait des 29 dévals, des 30 dévals, etc. Mais l'équipe gagnait pas. Zach Ledey, c'est des stats qui ont de l'impact. Alors oui, en termes de stats, il est un petit peu en dessous. Mais je vais te dire, Zach Ledey, il est 5e à l'Eval aujourd'hui. Oui. Il est à 16,7 points. À 52% à 2 points, 56% à 3 points, 91% au lancer. Oui. Correct, Oui. 4,5 rebonds. Il est à 21,2 déval. Mirotic est à 18 points, 17, 7 rebonds, 1,8 passes. Sur les derniers matchs de Nikola Mirotic, contre le Barça, c'est 19, contre l'Asvel, c'est 17, contre l'Étoile Rouge, c'est 23, contre Fener, c'est 29, Ouais. contre Maccabi, c'est 20, contre Partizan, c'est 19, Berlin, c'est 28, contre Real, c'est 9, contre Virtus, c'est 21, c'est bon, tu vas pas faire toute la 21, saison. 29, 17. Poto, je t'aime bien, mais comment Ok. tu vas te calmer? Tu veux que je te donne les derniers stats Non, de mais même trucs? pas, remonte. Zach Ledey, 33, 17, 14, Mais oui. 19, 22, 13, 23, 17, 19. 5, 7, c'est très fort. Voilà. Mais c'est pas Nikola Mirotic. Zach Ledey a pas du tout été blessé en plus, j'ai dit de la merde, c'est Josh Nebo. Bref. Mais tous les deux, de toute façon, c'est les MVP de l'équipe, là, je suis d'accord. Voilà. En tout cas, ça va se péter à la fin de la saison. Ce que je veux dire, c'est que je pensais pas que Zach Ledey aurait un impact. Je m'attendais à Josh Nebo, je m'attendais à Fabien Causeur, je m'attendais à. Tu vois, hein? Je rigole. Non, mais pour avoir un gros impact Oui, je suis d'accord. en termes de Non, recrutement, tu vois. c'est sûr. Ah, mais c'est clair. De Dimitrijevic, mais là, quand tu vois ce que J'avais Zach trop. Ledey il fait, franchement, c'est monstrueux. C'est sa meilleure saison au scoring Ouais. de sa carrière. Ouais. Donc voilà, Milan qui est sur 6 victoires d'affilée, je crois, Oui, c'est ça, je crois. qui sont maintenant dans le top 6. Oh, mais Pas bon à prendre, hein, sans Josh Nebo. Bon. Après, est-ce que si Josh Nebo. Franchement, pour l'usage qu'ils en font, ils en ont pas besoin de Josh Nebo. Et toi, t'as dit de toute façon qu'ils allaient pas faire le play-in. Ah, mais après, on connaît Milan, gros. On connaît Milan. C'est juste que là, ils ont fait leur run un peu plus tôt, et du coup, ils ont pris un peu d'avance. L'année dernière, ils finissent très très fort aussi. Hein. Ok, on va voir. On verra. On verra. L'expérience montre qu'il faut pas avoir confiance en Milan. C'est tout ce que je dis. Voilà, on verra. C'est bon, donc on a fait un peu rapidement sur le daily review. Bon, On est bon. let's go. On passe sur les MIP, les joueurs qui ont le plus progressé. Let's Du coup, go. les breakout season, c'est parti. Alors, puisque t'as bossé, puisque t'as préparé, Ok. déjà le poteau, je lui dis, on prépare les MIP. Il me dit, on est d'accord, on prend que ceux qui sont en deuxième saison. Je dis, qu'est-ce que tu me racontes, gros? Il me dit, ah, je connais les sophomores. Je sais pas de quoi tu parles. Ah, ok. J'ai préparé. Vas-y, donne-moi ton top. T'as pris. Hi. Vous avez vu les réflexes? C'est parce que j'ai mis des LEP hier. Bref, du coup, c'est quoi? T'as fait un top 3? J'ai un top 3, et après, en fait, j'ai plein de joueurs, et après, j'ai fait un top 3 parmi ces joueurs-là. Ok. Alors moi, je vais commencer. Moi, j'ai un top 8. Ok. Après, les autres, c'est des mentions. Je les ai pas mis, tu vois. Ok. J'ai un top 8. Ok. Je vais faire de mon 8 à 4. Ouais. Et après, on passera sur les derniers. Si tu Ok. Mes 7e ex-aequo, c'est Isaac Ordinier et Juancho Hernan Gomez. Juancho, on l'a dit par rapport à la saison dernière, il est transformé. Ok. Ça se voit, c'est un joueur qui est hyper important, qui a pris toute la place que Mitoglou avait l'année dernière. Ça s'est appuyé par les statistiques. L'année dernière, il était à 4 points, 3,5 rebonds, 26% à 3 points. Il est passé à 9 points, donc c'est pas exceptionnel. Et 5,3 rebonds, 45% à 3 points. Il est passé de 5,8 à 13,1 d'éval. Donc il a plus que doublé son éval. Voilà, il est pas hyper haut en éval, mais 13,8, ça commence à être correct. C'est sérieux. J'allais dire dans des équipes qui gagnent, le Pada gagne pas trop en ce moment, mais je pense pas que ce soit la première personne sur qui on peut tirer. Et le champion d'Europe. Voilà, j'ai mis Isaac Ordinier, pareil, parce que lui, il gagne pas du tout. Enfin là, ils ont gagné ce week-end, mais il a pas été exceptionnel sur ce match-là. Il a vraiment... Bon, on adore Isaiah et on le suit aussi pour ça. Il a vraiment progressé dans le playmaking. C'est aussi appuyé par les stats. Il était à 8,6 points, à 33% à 3 points, 3,8 rebonds, 2,6 passes. Il est passé à 13,2, donc plus 5 points en plus, 4,5 rebonds et 4,3 passes. Il a doublé aussi ses passes. Il est passé de 10 à 14 d'évaluation. Donc, Et tu l'as mis 7ème. ah mon gars, en haut il y a des clients. Hein. Je pense que t'as pas fait bien, parce que bon, tu l'as fait un peu en speed, mais tu vas voir les évolutions des autres. On verra, peut-être qu'on a les deux. Ok. Mon 6e, c'est Tyreek Jones, du Partizan. Lui aussi. Voilà, qui était très bien l'année dernière l'EFS. à l'EFS quand il est arrivé, mais qui était en concurrence aussi avec Dan Autourou. Putain, j'aurais pu mettre. J'ai pas regardé les stats d'Erjan Osmani parce qu'Erjan Osmani il fait une grosse saison aussi, je trouve. Petite parenthèse, mais il est pas dedans. Tyreek Jones, du coup,
Il est passé de 9,5 en éval à 16,2 cette année. De 7 points et 4 rebonds, il a presque 12 points et 6,2 rebonds. Voilà, il a un gros impact sur la série du Partizan. C'est clairement l'intérieur titulaire. Il a sauté Brandon Davis. Hyper athlétique. Enfin voilà, c'est un marsupilami. Allez voir ses highlights. Si vous voulez pas aller voir son jeu, même si franchement c'est un bon joueur de basket aussi qui a des bonnes mains et tout, mais si tu regardes ses highlights, déjà, t'as de quoi te régaler. Voilà mon numéro 6. Mon numéro 5. Là, déjà, on commence... Top 5, on commence à rentrer dans les trucs sérieux. Vas-y. Devin Booker. L'année dernière, il y avait Serge Ibaka dans l'effectif. Donc ça prenait un peu plus de place. Il est passé de 10 à 18 à l'évaluation. Donc 18, ça te place déjà dans le top 10, top 12 à l'évaluation. Il est passé de 9,7 points, 5,5 rebonds, 30% à 3 points, à 16 points, 4,9 rebonds, 35% à 3 points. Donc il met 7 points de plus par rapport à l'année dernière, avec un meilleur pourcentage à 3 points, et il prend un petit peu moins de rebonds, mais parce qu'il est un peu plus au large. On l'a dit, c'est un des joueurs du Bayern les plus importants. Il y aura peut-être un autre joueur du Bayern dont on parlera après. Logique. Que peut-être tu t'es rendu compte que tu l'as oublié quand j'ai parlé de Devin Booker. Évidemment, Oscar Da Silva. Donc voilà, ça c'est mon numéro 5, Devin Booker. Oui. Numéro 4, on en a parlé, monsieur Tamir Blatt. Ok. L'année dernière, le Maccabi a été plumé, on l'a dit, de ses joueurs. Il y avait Wade Baldwin, il y avait Lorenzo Brown sur son poste, donc il jouait moins. Il est passé de 7 points, 4,8 passes, à 11 points, 8,8 passes, meilleur passeur de l'Euroleague. Okay. 39% à 3 points il est passé à 42%. Il est passé de 87% au lancer à 93%. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais pas, j'ai mal noté. Il est passé de 7,7 à 16 des balles, en étant meilleur passeur de l'Euroleague. Donc voilà, ça c'est mon numéro 4. Énorme évolution de Tamir Blatt, avec la situation de Maccabi qui est pas facile, des joueurs qui changent beaucoup franchement, et lui il a été blessé aussi. C'est vraiment un très 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 fort joueur. J'espère qu'il va continuer comme ça toute la saison, que les blessures vont le laisser tranquille, et qu'il va pouvoir continuer à s'exprimer, à nous faire kiffer, parce que franchement regarder le Maccabi ça me fait kiffer. Voilà, derrière il me reste 3 joueurs. Donne-moi ton top 3 du coup. Toi, vas-y toi. Je veux te dire si je les ai ou pas. Bah là de toute façon normalement les 3 t'as les mêmes. Peut-être pas. Après peut-être tu as mis les accordinés dans ton top 3. Non il est dans mes mentions. Moi je peux donner mes mentions dans tout ce que j'ai en mention. Alors j'ai Ife Lundberg parce que quoi. Bah vas-y, t'as pris les stats. Alors je les ai regardés mais là je les ai pas sous les yeux. Bah vas-y parle. Mais au-delà de. Parce que je vais regarder. Cette saison là il a été un peu en difficulté aux Partisans dans l'acclimatation parce qu'il vient de changer de club. Mais j'ai mis Phil Lundberg parce que c'est un joueur qui progresse, un joueur qui était à forte responsabilité, notamment quand il était à la Virtus. Donc en mention je l'avais. En mention j'ai aussi Marko Guduric. Au Fener. Ah ouais, t'as sorti des mecs. T'as regardé les stats, voilà, tu vois. Bah, vas-y, tu me sortiras les stats. Je les ai pas sous les yeux, mais en tout cas, j'ai regardé en préparant tout à l'heure. Et donc, du coup, c'est un mec pareil qui a progressé, qui marque beaucoup plus de points que c'était auparavant. Donc, j'ai voulu le mettre en mention aussi. En mode, on peut pas mentionner. Si, mais c'était vraiment pas. Mais tu m'as dit, c'est pas que sur la deuxième. Non, mais je suis d'accord. Mais. Déjà, au Fener, pour moi, il n'y a personne qui mérite une mention. Guduric, je vais regarder les stats. C'était qui le premier que tu m'as dit? Il fait Lundberg. Mais c'est pas par rapport à que cette année et l'année dernière, c'est par rapport à depuis que t'es en Euroleague, tu m'as dit. Gros, c'est quoi? Mais ça, tu comprends pas. Un trophée en NBA. Oui. Le trophée du MIP. Oui. Est-ce que c'est par rapport à tes 10 dernières saisons ou c'est ta progression d'une saison à une autre? C'est la progression d'une saison à une autre. Bon, bah voilà, j'ai dit on fait les MIP. Mais je t'ai posé la question tout à l'heure. Et parce que tu m'as dit, oui, c'est que ceux où c'est leur deuxième saison en Euroleague. Je t'ai dit non, on prend les mecs. Ça fait longtemps. Mais dans ces cas-là, je n'aurais pas menti. Si c'était. Donc on est d'accord qu'Effet Lundberg n'a rien à faire là-dedans. Ah bah si. Sa progression par rapport à l'année dernière, elle n'est pas exceptionnelle. Pas par rapport à l'année dernière, moi c'est par rapport à qui le joueur qu'il était auparavant. Mais dans ces cas-là, si. Mais gros, ça fait 3 ans, regarde l'Euroleague, tu fais l'ancien assis, gros. Mais attends, il est fou, lui. Parce que là, Effet Lundberg, il est à 8 points, 2 passes de rebond, il a 8,4 d'éval. L'année dernière, je regarde ses stats. Ah, mais il était meilleur, hein, l'année dernière. Putain, j'ai pas les trucs, c'est de la merde. Si d'Euroleague, c'est de la merde. Mais en tout cas, il était à peu près dans les mêmes eaux. En carrière, il est à 9,2 points, il a 8,8 d'éval. Sur le top. Voilà. Vas-y. Toi, vas-y, je t'écoute. Ah, mon top 3? Vas-y. Mais j'ai déjà tout dit. Vas-y, dis ton top 3. Je vais te dire si j'ai ça. Ok, mon top 3, 3ème, Carson Edwards. J'ai pas, voilà, c'est bon ou pas? Voilà. Carson Edwards, meilleur scoreur de l'Euroleague. Oui. L'année dernière, il était pas hyper bien utilisé par Pablo Lasso. Tiens donc, il a un peu du mal avec les petits shooters apparemment. Sauf que Carson Edwards, cette année, même quand il est pas dedans au tir, comme sur le dernier match ou sur d'autres matchs,
Il est tellement agressif sur de la transition, il est tellement agressif au cercle et il est tellement costaud qu'il va aller chercher des points à l'intérieur. Et je pense que si je compare je vais peut-être essayer de les trouver pendant que tu me donneras ton avis sur Carson Edwards, mais le nombre de tirs à 3 points qu'il prend par rapport au nombre de tirs à 2 points, je pense que par rapport à la saison dernière, ça a beaucoup changé. Et donc voilà, donc pour donner les stats, il est passé de 11 points à 20,7, meilleur score de l'Euroleague, on l'a dit. Il est à 36% à 3 points, 94% au lancer. Il est passé de 8 à 17 dévals. Donc, tu vois, Marcus Howard l'année dernière, qui était meilleur scoreur de l'Euroleague à 18 points, etc., il était à 11 dévals, c'était assez bas. Là, 17 dévals pour un mec, tu vois, petit, fort score et tout, c'est assez haut, je trouve. Donc, c'est très bien. C'était qui ton top 3, toi? Il a pris 111 tirs à 3 points, Carson Edwards. Il a pris 125 tirs à 2 points. Donc voilà, plus. Et l'année dernière, tu peux regarder l'année dernière? Bien sûr, je peux regarder l'année dernière. Dans l'historique, là. 187 à 3 points, 169 à 2 points. Ouais, voilà, donc l'année dernière, il tirait plus à 3 points qu'à 2 points. Et là, c'est en train de changer. Et en plus, il prend plus de tirs que l'année dernière, forcément, il a plus de responsabilités. Mais ça paye. Aujourd'hui, le Bayern est top 3 d'Euroleague. Ils sont à 10-5, ils sont invaincus à domicile à 8-0. Meilleur scoreur d'Euroleague. Qu'est-ce que tu veux reprocher? C'était mon top 3. C'était qui ton top 3? T'as que Carson Edwards dans ton top 3? Non, c'est mon troisième. Après, j'ai 2-1. Moi, j'ai Carson Edwards, mais je l'ai pas en 3. Donc tu l'as pas en 3? Non, bah, dis-moi, c'est qui ton 3? Je vais pas te dire. Fais ton 3 de 1, je vais te dire ton 3 de 1. Ok, mon numéro 2, c'est Philippe Petrousev. Ok. Alors, c'est un peu particulier. C'est toujours une histoire d'opportunité. Je dirais pas qu'il a énormément progressé parce que il y a 2 ans, avant qu'il parte en NBA, à l'Étoile Rouge, il était déjà très très fort. Après, il est revenu à l'Olympiakos. Il jouait pas beaucoup parce que il jouait poste 5 beaucoup. Il y avait déjà une très grosse rotation sur le poste 5. Et en plus, Alec Peters sortait d'une saison vraiment exceptionnelle sur le poste 4. Donc voilà. Par contre, en play-off, contre le Barça, il avait été rayonnant. C'était vraiment un profil, moi je l'avais dit déjà, mais à la Blake Griffin. Pas dans les qualités athlétiques, mais dans la capacité pour un poste 4 d'aller chercher du rebond, faire un coast-to-coast et d'aller finir près du cercle. Ou d'être un bon passeur aussi. Vraiment, ça me faisait penser à ça, Blake Griffin, quand il était aux Clippers, c'est que c'était vraiment le deuxième meneur sur le terrain, tu vois. Et donc, statistiquement, ça s'appuie. Alors, il a commencé la saison avec l'Olympiakos. Là, les stats que je vais donner, c'est les stats depuis qu'il est à l'Étoile Rouge. Donc, il est passé de 6,3 points à 3,3 rebonds à 14,6 points, 6,1 rebonds, de 28% à 48% à 3 points, et donc il est passé de 7 à l'évaluation à 19 à l'évaluation. C'est plutôt pas mal, plus 12 à l'éval. Plutôt pas mal. Donc lui, c'est mon numéro 2, et mon numéro 1, on en a déjà parlé. Zach Ledé. Ok. Zach Ledé. Il est passé de 13 l'année dernière, donc c'était quand même à l'éval. Aux Partisans, c'était quand même un joueur important. À 21 aujourd'hui d'éval, donc qui le place top 5 à l'éval en Euroleague. De 10,5 points, 4 rebonds, 36% à 3 points. À 16,7 points, 4,5 rebonds, 56% à 3 points, on l'a dit. Donc est-ce qu'il va garder ce pourcentage à 3 points toute la saison? Permets-moi d'en douter, mais il y a quand même 15 journées qui sont passées. C'est exceptionnel. Pour moi, c'est le joueur qui a le plus progressé. Il fait sa meilleure saison en carrière. Il fait gagner son équipe. Pour moi, c'est mon numéro 1. Après, comme je te l'ai dit, il y a des joueurs sérieux dans cette liste. Et je pense qu'avec la liste, et vous pouvez me dire en commentaire, vous comprenez pourquoi Isaac Ordiné, qu'on adore, est numéro 7. Ok. Je suis pas convaincu, mais je regarde juste un truc. T'essayes de faire les évals? Non. Ok. Du coup? Alors, en 3, ouais. J'ai Philippe Petrousev. Ok. Voilà, c'est mon 3. Ouais. En 2, j'ai Carson Edwards. Ok. Mais en 1, en fait, je suis en hésitation, mais parce que je suis... Comment dire? J'ai à la fois... En fait, ça veut dire que t'as soit Zach Ledé, soit un autre mec, et je sais pas avec qui tu peux le mettre au même niveau que Zach Ledé, quoi. Mais en fait, c'est... En termes de progression. En fait, statistiquement parlant, je pense que ça se... J'ai pas été voir les statistiques, ça ne se voit pas, mais c'est vraiment par rapport au jeu qu'il propose par rapport à l'équipe dans laquelle il est, tu vois. Et en 1, ce qui m'est venu tout de suite en tête quand on parlait de MIP, genre j'ai eu l'impression de voir l'explosion de Cody Miller-McIntyre. Mais parce qu'à l'année dernière, il avait déjà explosé, tu vois. Il avait déjà explosé à Baskonia. Et là, je trouve qu'à l'Étoile Rouge, statistiquement, je pense que ça doit pas se valoir par rapport à Carson Edwards ou par rapport à Petrousev, qui pour le coup, Edwards, j'avais oublié, et quand là on en a parlé, je me suis dit, bah oui, je suis bête, c'est mon 2. Mais Cody Miller, en fait, c'est au-delà des statistiques. Je trouve qu'il a un rayonnement sur l'équipe qui va au-delà de la stat. Moi, je trouve que je suis d'accord avec toi. Il a un rayonnement sur l'équipe qui va au-delà de la stat. C'est le maestro de cette équipe. C'est ça, en fait. Mais comme l'année dernière, en fait. L'année dernière, Baskonia finit top 8.
Ils font les playoffs, donc c'est une équipe qui est donc dans la première partie des meilleures équipes d'Euroleague. Il a fait une saison exceptionnelle. Il était meilleur passeur d'Euroleague. Il a fait un triple-double, il a fait un match à 20 passes, donc je sais pas si c'est le même match, mais je crois pas. Donc, il était déjà exceptionnel l'année dernière. Aujourd'hui, enfin, exceptionnel. Il était meilleur passeur d'Euroleague, c'est vrai. Il était très bon. Cette année, il est aussi très bon, mais il n'y a pas de gap en termes de progression. Je te dis pas que c'est pas un bon joueur, hein, loin de là. Mais pour moi, il est au même niveau que l'année dernière. Mais tu vois, je trouve que confirmer quand t'as fait une bonne saison, c'est pas aussi évident que quand on a déjà plusieurs derrière toi. Et surtout quand t'es plus attendu, quand t'es plus scouté. Donc, tu faisais beaucoup de hors-sujet à l'école, non? Non. Parce que je suis d'accord avec toi, confirmer, c'est plus dur, mais c'est pas le trophée. Le trophée, c'est pas ça, on ne demande pas de confirmer. C'est que faut que progresser statistiquement parlant, Crary. Pas que statistiquement. Mais sur quoi il a progressé Cody McIntyre cette année? Je pense pas qu'il soit meilleur à 3 points. Je vais regarder les stats. Il est à 24% à 3 points. L'année dernière, il était à 29. Donc voilà, il est moins bien et c'est toujours pas ouf. Je peux mettre le top que je veux en fait. Non mais on peut débattre. Non, on peut pas. Parce que Crary, t'es un dictateur. Tu peux, vas-y. L'année dernière, il était à 9,6 points. Il était à 4,4 rebonds, 7,3 passes. Ok. Cette année, il est à 8,4 points, donc il score un petit peu moins. Après, il joue un petit peu moins aussi. Hein. Et puis le jeu de Baskonia était vraiment axé sur lui. Le pourcentage au tir est moins bon. Et au total, il était à 46. Je parle d'Euroleague. Hein. À 46, là, il est à 42. Le pourcentage à 3 points, je l'ai dit, est moins bon. Il était de 29, il est à 24. Il prend moins de rebonds, il fait moins de passes. Oui, donc moi, j'ai commencé par te dire, statistiquement, il n'est pas du tout au même niveau que tu as pu citer Zach Ledey, que tu as pu citer Carson Edwards, qui, oui, je suis d'accord, et Petrousev, qui me sont venus assez rapidement. Mais vraiment, j'ai cette sensation quand je le regarde, tu vois, Milos Teodosic qui est beaucoup blessé, qui est plus vieux aussi maintenant, etc. Je trouve vraiment régnant sur cette équipe. Bien sûr. Il impacte aussi tous les matchs dans lesquels il est, même défensivement. Mais dans ce cas-là, on peut dire TJ Short aussi. C'est pas pour autant que c'est un MIP. Sauf que c'est pas un MIP, TJ Short, il vient d'arriver. Mais d'accord, dans ce cas-là, tu peux dire Sacha Vedenkov aussi, il rayonne. Tu peux dire aussi, il y a plein de joueurs qui rayonnent. Tu peux dire Vesely, il rayonne. Tu peux dire, il y a plein de joueurs qui rayonnent. Ouais, mais c'est pas pour autant que c'est la meilleure progression de l'année dernière. C'est juste parce qu'il a changé d'équipe. Tu sais, en fait, je pense que déjà, je pense que ça joue un rôle du fait de, tu sais, déjà confirmer, comme je dis, confirmer, c'est pas facile, je pense, et aussi du fait de changement d'équipe. Vraiment, c'est un jeu, j'ai eu l'association, quand je regardais, vraiment, je le dis, hein, c'est vraiment rien à voir avec les statistiques. Là, c'est vraiment rien à voir avec les statistiques, c'est vraiment purement, je me dis, mais j'aime beaucoup ce qu'il propose et l'impact qu'il a sur cette équipe. Donc j'ai l'impression qu'il a vraiment progressé aussi dans son leadership, dans sa façon de diffuser, dans tout ça. Ben ouais, pour moi, j'apprécie ça. Okay. Et que le MIP ne doit pas être que sur les stats. Après, si on va purement sur les stats, je te donne 100% raison. J'aurais mis Carson Edwards en 1, j'aurais mis Petrousev en 2, et j'aurais mis Zach Ledey en 3. C'est pas... Alors déjà, t'es dur de mettre Zach Ledey en 2 et Petrousev en 3. Mais c'est même pas une question de stats. C'est une question de Most Improved Player. Ce qui veut dire le joueur ayant le plus progressé. Tu regardes la saison dernière, ce que fait Cody McIntyre, indépendamment des stats. Tu regardes ce qu'il fait cette saison avec l'Étoile Rouge. Il est toujours aussi bon, mais pour moi, il n'a pas progressé exceptionnellement. On fait ça, on n'est même pas encore à la moitié, dans deux matchs, on sera à la moitié. Non, mais on pourra en refaire un à la fin de la saison. Voilà. Il y a 15 matchs qui se sont joués quand même. Mais... Voilà. Mettez dans les commentaires qui est votre MIP. Mettez dans les commentaires si vous pensez que Brad, il a rien compris à l'énoncé du sujet. Il est fou, ce mec. Demain, je vais lui dire, on fait notre course au MVP. Il va dire, oui, alors je pense que Tyson Ward, franchement, il a un impact qui va au-delà des stats. Et du coup, pour moi, il devrait être MVP. Mais gros, tu sais très bien que c'est pas comme ça. Non, mais attends, pause. Là, on parle du MVP déjà. C'est la même chose, gros. Le MVP, tu vas regarder les stats. Et maintenant, oui, d'accord, on parle du MVP, donc oui, tu vas regarder les stats. Et maintenant, tout est tourné vers les statistiques. Vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, tranquille. Ok. Tu sais, c'est qui le MIP, mec? C'est toi. Sylvain Francisco. Ah, ouais, voilà. Et je l'ai mis dans mes mentions. Mais quand je regarde les stats, il est pareil que l'année dernière. Parce qu'il a eu un stretch là, de 5-6 matchs depuis que Lonnie Walker est arrivé, où il était beaucoup moins bon. Il a des pourcentages dramatiques. Hein. Oui, l'année dernière aussi. Hein. Oui, alors que pourtant... je trouve qu'il a progressé. Il a progressé. Mais tu peux pas le mettre dans la même catégorie de progression que les joueurs qu'on a cités. Oui, mais ça se matérialise pas par les stats, mais pour bien sûr. Mais il a pas dit. Et même sur la confiance que le coach mais c'est pareil. Tu vois, une mention d'un joueur dont on n'a pas parlé, Mbaye Ndiaye. Il a énormément progressé. Attends, ça y est, il a progressé là sur 4 matchs. On voit, à tout le monde. Depuis le début de saison, il est à 46% à 3 points. Ça fait 15 matchs. C'est une façon de parler. C'est pour te dire, laissons la saison se finir. Et là, dans ce cas-là, il fallait dire, on fait pas la rubrique. Si tu dis laissons la saison se finir.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que Ndiaye a beaucoup progressé. Pour autant, il y a plein de joueurs qui ont progressé. Pour autant, je vais pas le mettre dans les meilleures progressions parce que de ce que j'ai regardé, oui, il a énormément progressé à 3 points, mais l'année dernière, sur toute la saison, il a pris 11 tirs à 3 points, donc c'était pas non plus un gros échantillon. Mais après, sur le reste des stats, il fait la même chose à peu près qu'il faisait l'année dernière. Nadir Rifi, c'est mon top 1. Voilà. Voilà. C'était épicé. En tout cas, c'est bien. Je vais la couper cette vidéo, je vais en faire une vidéo à part. Enfin, pas à part, mais il y aura l'épisode complet et on fera une autre vidéo. Comme ça, je ferai plus de vues. N'hésitez pas à vous abonner, on a oublié de le dire. Mettez un like, tout de suite là, mettez un like. Et voilà. On passe sur les tops et les flops. Les tops et les flops. C'est parti pour les tops et les flops. C'est quoi tes tops? C'est quoi tes flops? Mon petit pote. Ah, tu connais déjà. Alors, sur mes tops, j'ai Terry Tarpey, j'ai Vito Brown, j'ai le Partizan, parce que 5 victoires de suite, et qu'ils ont mal débuté. On le disait, toi t'étais plutôt hypé par cette équipe, et je lui disais, Je connais le basket, mon gars. Tu sais que franchement, quand j'écoute les émissions, je me dis, je connais tellement plus le basket que toi, gros. Franchement, mettez-nous en commentaire qui connaît mieux le basket, parce que... T'as des avis des fois qui sont dramatiques. Non, franchement, j'ai que des bons avis. Des fois, tu fais des commentaires. Est-ce que Bradley a raison? Attends, quand on te dit t'adores, tu commences à m'insulter. Qui a dit? À quel moment ça s'est passé, ça? Même Samet, il a dit faut m'écouter. Samet, d'ailleurs, mon gars, faut qu'on t'inquiète, on va tourner chez Drix. Bien vu pour la place courtside, là. Paris-Monaco, c'était gay. Si t'as des places courtside pour Paris-Fener ou Paris... J'avoue. Ou Paris... je donne ma place dans le COP. Non oui, moi, je vais en courtside. Moi, je conseille. Par contre, on peut tourner chez Drills. Je comprends pas pourquoi tu veux qu'on aille tourner chez Drills, gros. Carrément, on va tous les deux se déplacer, alors qu'on peut tourner là. Et bientôt, tu vas revenir à la maison, t'inquiète. Ouais, vas-y, promis. Bref. Donc, du coup, Vito Brown, Terry Tarpey. Vito Brown, comme je disais, je le trouve beaucoup mieux par rapport au début de saison. C'est vrai qu'il a eu du mal à rentrer. Sacha Obradovic, je lui faisais pas spécialement confiance. Là, il est beaucoup plus sur le terrain. Il est mis dans des meilleures dispositions, dans un Monaco qui tourne beaucoup mieux aussi. Donc, je pense que ça aide également. Donc ça fait du bien. Terry Tarpey, tu l'as dit tout à l'heure, il a fait un gros match, il a été impactant tout de suite en volant des ballons, défensivement un bon rock et aussi en attaque, être capable de tirer les défenses, de tirer à 3 points. Je parlais du Partizan parce qu'ils ont très mal débuté le début de saison, donc forcément ils étaient en difficulté, pourtant dans un effectif qui est plutôt bien sexy, plutôt bien léché. Carrick Jones, Tyreek Jones, Vanja Marinkovic, pardon, j'ai eu un petit trou. John Washington, Frank Ntilikina. Donc voilà, franchement, une équipe bien bâtie. Et là, ça va mieux. Et il y a même Kuprovica qui a fait des bonnes rentrées sur les derniers matchs. Des bonnes rentrées, Sterling Brown, on pas mentionné. Enfin, ils ont un effectif plutôt complet et deep. Donc c'est bien, c'est une bonne chose, oublie ça mec. Et donc voilà, donc 5 victoires de suite, c'est tant mieux pour eux. Et mon dernier, c'est l'Asvel, parce que déjà tu arrêtes la série de Paris. Et j'ai dit quelque chose il y a quelques semaines en disant, j'aime beaucoup ce que l'Asvel fait, j'aime beaucoup le jeu qui est proposé, on sent un collectif qui est bien huilé, mais c'est important que ça se manifeste par des victoires. Parce que c'est bien de dire ouais, on fait des bons matchs, mais à la fin tu perds. Là, ça se manifeste par des victoires, ils sont pas très loin du play-in et rien que pour ça je voulais les mettre dans mes tops. Et quand je parle de l'Asvel, je parle de l'Asvel au global parce qu'on a déjà parlé de Théo Malédon, on a déjà parlé de Paris-Lee, on a déjà parlé de Geoffrey Lauvergne. Après Paris-Lee, selon toi il est pas dans tes tops quoi donc... J'ai dit que défensivement des fois il abusait, c'était un plot. J'ai pas dit que c'était un mauvais joueur. Voilà, interprétation monsieur. Quels sont tes tops? Mes tops, moi j'ai 2 tops. J'ai Sylvain Francisco. Okay. Parce que sur ce match, on a retrouvé le Sylvain qu'on aime voir, qu'on voyait en début de saison, qu'on disait peut-être course au MVP et quand Kaunas c'était à 5-1, même 7-1, parce que voilà, bon dans les moments chauds, intenable en 1 contre 1, capable de créer pour lui et capable de créer pour les autres. Donc voilà, franchement, il m'a fait kiffer. Mon deuxième top, c'est Nikola Mirotic, parce que même si j'ai dit que Zach Ledé était le MVP, Nikola Mirotic, il est fort quand même, il fournit. C'est un joueur qui a été souvent, en tout cas en Euroleague, qui a été souvent décevant dans les moments chauds, notamment sur les matchs contre les grosses équipes, etc. Cette année, il est hyper régulier, il est premier à l'Eval, on a donné ses stats tout à l'heure. Là, il fait encore un très bon match dans l'ombre de Zach Ledé, un bon lieutenant de Zach Ledé face au Barça. Donc voilà, je voulais le mettre dans mes tops, parce que c'est un joueur sur lequel on a beaucoup tiré, et vu que Milan gagne, forcément, faut le mettre en avant. Voilà. C'est quoi tes flops, mec?
Alors. Mirotic. Non, moi, Nikola Mirotic, c'est dans mes tops. Dans mes flops, j'ai le Pana. Qu'ils aussi. arrêtent de jouer comme des sénateurs. Alors oui, comme je le dis et je le répète, Ergin Ataman a le crédit parce que... Pourtant, le crédit, ça s'écoule vite. Ça me nuise, je suis d'accord. Mais il a le crédit parce qu'il reste champion d'Europe. Donc pour l'instant, on va rien dire. Mais arrêtez de jouer comme des sénateurs et à faire comme si vous dominiez et tout était acquis. Deuxième flop, j'ai le Real. Parce que le Real continue de s'enfoncer, continue à perdre. Et je comprends toujours pas pourquoi Chus Mateo n'est pas viré de cet effectif. Je comprends pas. Est-ce qu'il a la sextape de Florentino Pérez? Est-ce qu'il a la sextape des enfants de Florentino Pérez? Est-ce qu'il a la sextape de la femme de Florentino Pérez? Mais en tout cas, il a quelque chose. Parce que là, on est le 15 décembre et Chus Mateo est toujours en poste. Cette semaine, quand il va perdre 2 fois, il va perdre contre Paris et il va perdre contre le Fener, je crois. Non, contre Monaco. Il joue Paris et Monaco cette semaine, le Real. Qui Oui, c'est ça. Donc quand il va perdre 2 fois contre Paris et mais Monaco... là déjà, il faut le virer. Et je comprends pas pourquoi il n'est pas viré déjà, c'est un scandale. Donc voilà. Ça, c'est mon premier top. Mon deuxième flop, pardon. Et en troisième, j'ai Marcus Howard. Parce que Marcus Howard, on t'aime beaucoup. Voilà, on sait que tu es capable de mettre des gros tirs. Par contre, là, tu envoies des saucisses. Et même si tu n'as pas de conscience, il faudrait avoir un peu plus de conscience. Quand ça tombe dedans, on peut rien dire. Quand ça tombe pas dedans, on peut t'insulter. Il a fait 2 sur 14 sur le match contre Bologne. Et il proposait rien d'autre en fait. Il proposait rien d'autre. Là, et ce qui me. En fait, au-delà du flop du tir à 3 points, c'est que Marcus Howard, on l'a vu qu'il est capable de proposer d'autres choses. Il est capable de poser la balle au sol et d'aller mettre des flotteurs. Il est capable d'aller au contact et de finir. Sauf que là, on dirait, il voulait. Non, il est capable de le faire. Le contact un peu moins, mais oui, le flotteur, oui. Le flotteur, oui. Et non, même au contact. D'aller provoquer des fautes, etc. Il est capable de le faire parce que l'année dernière, il a beaucoup fait quand ça sortait fort, etc. Il a toujours ses crises à 3 points, mais il a montré des gammes de finition. Là, t'as l'impression il peut juste envoyer à 3 points et puis rien faire derrière. Ouais. Quid de Pablo Lasso? Je me le garde pour une prochaine rubrique. Ok, je suis d'accord avec toi pour le Pana. T'as tiré sur le Real, faut tirer sur le Barça quand même. Sur les 6 derniers matchs, ils sont à 1 victoire, 5 défaites. Ils perdent à domicile contre Milan. Je suis désolé, vu le début de saison que tu fais, tu dois gagner. Milan, ils dominent. Ils ont joué que des grosses équipes là aussi, le Barça. Arrête, ils gagnent juste contre le Maccabi. Voilà. Sinon, ils jouent pas des grosses équipes. De 2 points, ils gagnent contre le Pana, ils perdent contre le Real. Le Real, tu vas me dire, c'est une grosse équipe? Voilà, là, c'est une grosse équipe. Hein. Ils se font désosser contre le Bayern. Ah ouais, ils ont pris 30 ouais, ils prennent 22. Ouais, et ils se sont fait désosser à domicile par le Paris Basket. Grosse équipe. Ok, bah dans ce cas-là, le Barça a sa place au play-in alors. Bah, mais qu'est-ce que j'ai dit par rapport au Barça? Moi, je t'ai dit. T'as dit que c'était une équipe qui allait être top 3 de l'Euroleague avec Kevin Punter. Regardez la preview. Tu vois, je vais mentir devant les gens. Je t'ai dit que pour moi, c'était une équipe interesting. Moi, j'ai dit que c'était interesting dans le sens où, voilà, ils étaient à voir. Kevin Punter, ils peuvent passer un cap. Mais oui, t'as raison, il faut leur tirer dessus. Ils sont nuls en ce moment. La blessure de la première leur fait du mal. Donc voilà, Kevin Punter est nul. Donc il sert à rien. En tout cas, en ce moment, ce qu'il propose, il propose rien. Donc voilà. Ok. Et mon troisième flop, c'est. Mais tu en as parlé, c'est Chus Mateo, monsieur, faut partir. Au bout d'un moment, il faut partir, monsieur. Mais moi, ça fait déjà 2 mois. Il faut partir. Non, mais là, ça y est. Il continue à perdre. Et là, il s'est fait exclure. Il continue à perdre. Gros, faut partir, gros, ça y est. Ça fait 2 mois que je le dis. Faut partir. Bref. Ah non, j'ai un dernier flop, du coup. La localisation du Final Four. Ah oui, c'est vrai. Oui, je suis d'accord avec toi. On a oublié d'en parler la semaine dernière. Je suis d'accord avec toi. Arrête de mentir, t'as dit vive les Arabes la dernière fois. Ah, mais ça, toujours. J'allais faire une... Oh là là, j'allais faire la même dinguerie. Je pense pas qu'on allait faire la même dinguerie. On allait faire exactement la même chose. On allait faire exactement la même chose, mais on va pas le faire. Tu me diras à la fin ce que tu voulais faire. Ouais, t'inquiète pas. Bref. Tu te rappelles la miniature? C'était quoi la miniature? Non, le titre. Le titre, je vais le mettre. Voilà. Ouais, bref. Voilà. C'était très marrant ça d'ailleurs. Donc, le Final Four, alors que Belgrade tenait la corde, oui, a été annoncé comme se déroulant à Abu Dhabi. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu penses de cette décision? Comme je te l'ai dit, je vais être très, très transparent. J'ai pas plus d'avis que ça là-dessus. Alors oui, d'un point de vue ambiance, basket, histoire, je suis d'accord. D'un point de vue Euroleague... Tu es d'accord quoi? J'ai pas donné mon avis. Non mais je suis d'accord avec le fait que ce soit un flop. Ça soit un flop avec ce que j'ai pu entendre. Il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas d'histoire, etc. J'ai aucun sujet là-dessus. D'un point de vue Europe, sujet vite réglé, ça n'y est pas. Mais dans ces cas-là... Ah bah oui, dans ce cas-là, tu mets pas le Maccabi Tel Aviv. Exactement. Et la Tel Aviv non plus. Exactement, en Eurocup.
Donc encore une fois, voilà. Donc c'est pour ça, comme je te disais, en fait, moi je suis pas triste, je suis pas hypé, je suis pas déçu, juste je m'en fiche un peu parce qu'on sait très bien, ils ont plus d'argent, donc c'est aussi ça qui a fait que la réalité elle est là, je pense qu'elle est pécuniaire. Et donc on roule. Et donc voilà, au bout d'un moment, j'ai vraiment pas d'avis là-dessus, je veux juste voir du basket. Et puis c'est parti quoi. Ouais, mais du coup, tu peux pas aller voir du basket. Pourquoi ? Enfin, tu peux plus difficilement aller voir du basket. Pourquoi ? Parce que déjà, l'année dernière, moi je suis allé à Berlin, Paris-Berlin en avion, ou si je faisais Paris-Belgrade ou Paris-Athènes, je peux trouver des billets, allez, 200, 300 euros. Pour aller à Abu Dhabi, poto, c'est pas ça les prix des billets. Ah ouais, j'ai pas regardé. C'est 1000 balles. Avec des escales, des trucs de ouf et tout ça. Donc déjà, rien que le prix pour le voyage, il est doublé, voire triplé pour les spectateurs. Donc déjà, tu empêches justement les fans des équipes d'Euroleague qui veulent venir voir leur équipe. Forcément tu peux pas le mettre, tu peux peut-être pas mettre 1000 balles pour faire rire, mais Abu Dhabi, Paris. Ensuite je suis d'accord avec toi, même si le Maccabi Tel Aviv, ils sont pas en Europe, ils ont rien à faire en Europe, on va dire que historiquement c'est un club d'Euroleague. Là c'est la première, en fait tu mets le pied dans la porte, après tu vas t'engouffrer, on sait qu'il y a Dubaï qui a pour projet de rejoindre l'Eurocup déjà, etc. Donc ils veulent s'ouvrir sur ce marché. Maintenant, tu vois, nous on regarde beaucoup plus l'Euroleague que la NBA depuis 2 ans. Oui. Et je pense qu'il y a des fans d'Euroleague qui sont pires que nous sur ça, sur l'aspect un peu... Historique, histoire. Pas histoire, mais tu sais, là, c'est le vrai basket. La NBA c'est du show, etc. Et poto, l'autre jour j'ai regardé 5 minutes de Atlanta, New York, c'est n'importe quoi. Tu montes la balle, tu tires à 3 points. C'est n'importe quoi. Oui, quand même. Et du coup, ah oui, c'est combien ? 746 t'as trouvé. Ouais. Et t'as pris pour les dates ? Ouais. T'as mis quelle date là ? Du 23 au 25. Ouais, voilà. Tu vois, donc c'est un budget après sur place et tout. Sans escale. Ouais, sans escale. Après tu peux prendre avec escale, mais bon, tu vas faire 25 heures de vol. Donc voilà, ça c'est sur l'aspect financier pour les spectateurs. Oui. Maintenant, il y a aussi l'aspect du coup, comme je disais, basket et histoire du basket. En fait, ce que je voulais dire, c'est que les fans d'Euroleague, on est un peu dans le truc de ouais, nous on aime le vrai basket, tu vois, ouais, on voit du vrai basket, du jeu collectif, ouais, là ça joue au basket, notre basket et tout. Et du coup, on a un peu cette attache à cette culture de basket européen qui est importée chez certains joueurs de NBA. Mais du coup, tu te dis, là en fait, ça n'a rien à voir, tu vois. Abu Dhabi, c'est pas du tout un pays de basket. Tu vois, encore, tu vas faire ça. Bon, on sait, hein, parce qu'on va venir après sur l'aspect financier, mais. Tu vas faire ça aux Philippines, c'est pas en Europe. Mais les Philippines, c'est une terre de basket, tu vois. Tu vas faire ça, je sais pas dans quel pays d'Asie, tu vois, où ils aiment le basket, ok, pourquoi pas. Là, Abu Dhabi, pas jouer au basket. En plus de ça, t'as l'aspect que c'est en mai, que je rappelle que toutes les compétitions internationales qui se sont déroulées les dernières années dans ces pays-là, elles sont toujours au mois de décembre, parce qu'en fait, en mai, il fait 45 degrés. Donc ça veut dire que la vie sur place, c'est compliqué. Tu vas au gymnase, tu vas à l'hôtel, quoi. Ça va être ça. Bref, après voilà, Abu Dhabi, apparemment c'est sympa. Il y a des gens qui aiment bien visiter et tout. Maintenant sur l'aspect financier, Abu Dhabi a promis 50 millions d'euros pour l'organisation de ce Final Four. Ça sera redistribué entre tous les clubs qui ont une licence permanente. Donc il y en a 13 sur les 18. Ce qui est marrant quand même, c'est que le CSKA Moscou, qui est exclu d'Euroleague, a toujours une place dans la décision. Donc le CSKA Moscou a voté pour, il n'y a que 2 clubs qui ont voté contre, c'est le Real et l'Olympiakos. Tous les autres, parmi les clubs français, il n'y a que l'Asvel qui a une licence A, ils ont voté pour. Maintenant, tu peux te dire, ok, ils aiment le basket, etc. Mais au bout d'un moment, il y a aussi la réalité qui est financière, c'est que cet argent va être redistribué à chacun des clubs titulaires d'une licence et que ça va leur permettre d'avoir des meilleurs... Mais c'est le sujet dont j'avais déjà parlé, tu n'étais pas là, mais que j'avais fait le QLS sur l'équipe à Dubaï, que c'est quelque chose qui va ramener de l'argent et qui va se développer, qui va aider à développer l'Euroleague. Maintenant, l'Euroleague est un peu à un tournant, parce que bon, dans le nom, c'est Euroleague, tu vois. C'est même pas comme la NBA, je te jure. Tu peux dire la NBA, tu sais même pas, c'est National Basketball Association, tu peux même pas dire ouais c'est les États-Unis, etc. Tu vois. Euroleague, ça fait vraiment, tu vois, c'est brandé Europe, quoi. Et je pense qu'ils veulent s'ouvrir à ce marché-là avec Dubaï, avec l'Arabie Saoudite, Abu Dhabi et tout. Mais il y a eu des bruits qui ont dit que la NBA voulait créer une ligue en Europe. Apparemment, j'ai vu les dernières rumeurs que comme quoi il y aurait des contacts avec le Real, avec le Pana, je crois,
et en tout cas sur les images qui sont sorties, il y a le Paris Basket aussi. Donc à voir, ils ont nié les contacts, ces clubs-là. Si la NBA, si l'Euroleague déçoit trop ses fans et perd ses joueurs et perd son attractivité parce que ça ressemble de plus en plus à la NBA, ils sont très forts. Hein. Ils sont très forts, hein. Ils peuvent faire un truc The Real Europe alors que c'est un truc qui vient d'ailleurs. T'inquiète pas, hein, c'est comme les politiciens. On sait qu'ils mentent, mais ils peuvent tellement bien le marketer que ça peut marcher. Et eux, ils auront de l'oseille à mettre avec l'appui, comme ils sont en train de développer la BAL en Afrique, qui se développe de plus en plus. Et donc voilà, attention à l'Euroleague, parce que oui, c'est bien de prendre de l'argent, mais aussi ce qui fait le truc de l'Euroleague, et Yanis l'a encore dit hier, c'est l'ambiance, tu vois. Et aujourd'hui, si t'as plus ces fans grecs, si t'as plus ces fans serbes, t'as plus ces fans turcs, t'as plus ces fans parisiens, parce que voilà, on est les meilleurs fans d'Europe, bah, est-ce que tu vas avoir la même expérience? Est-ce que les joueurs vont avoir la même expérience? Donc oui, peut-être que tu auras plus d'argent, etc. Tu l'auras toujours parce que... Bah, tu l'as pas toujours, parce que quand tu vas jouer à Abu Dhabi, crois-moi que c'est pas la même ambiance que quand tu vas jouer à l'Oaka ou à Belgrade. Ça, je suis d'accord, même à Zilgario. À la Zilgario Arena, à Kaunas, tu vois, mais... Tu l'auras toujours, le temps que ça arrive, en tout cas cette expansion, ou en tout cas, entre guillemets, à cette nouvelle ligue, il y a du temps. Il y a le Maccabi Tel Aviv qui est en Euroleague et pourtant qui n'est pas forcément en Europe. Et tu l'auras toujours, je pense, parce que tu auras toujours l'Olympiakos, tu auras toujours Partizan, tu auras toujours l'Étoile Rouge pour mettre cette ambiance. Pas forcément. Si demain, la NBA arrive en disant voilà, si vous vous engagez dans le truc, vous aurez tant de revenus publicitaires, vous aurez tant de trucs, etc. Et que financièrement, c'est plus intéressant pour l'Olympiakos. Et qu'ils voient que l'Euroleague est en train de perdre cette histoire de voilà, vraiment, on est un truc européen avec des histoires, etc. Tu penses qu'ils vont pas partir dans la nouvelle ligue? Mais même si les fans, ils vont suivre. C'est ce que je dis, mais du coup, ils vont pas rester en Euroleague. L'Euroleague a tout à perdre. En tant qu'entité, je parle financière. Je suis pas sûr que ça se passe de cette façon-là. Là, on spécule beaucoup de choses à l'heure actuelle. Il y a une réalité aussi financière, tu l'as dit, et il faut pas être bête. C'est que, bien entendu, que les clubs vivent de cette façon-là. La puissance de la NBA, c'est que c'est merchandisé. C'est que oui, en termes de divertissement, en termes de globalisation, ils ont un pouvoir mondial qui est assez important. Et que oui, les revenus ne sont pas les mêmes. On voit bien aussi à travers les salaires. En Europe, il y a des très gros clubs qui peuvent s'offrir des salaires. Mais par exemple, les plus gros clubs, leur budget annuel, c'est quoi? 40 millions en Euroleague. 40 millions, c'est le salaire que prend Anthony Davis sur une saison, et on parle d'un seul joueur. Donc, oui, non, c'est sûr. Je pense pas que l'Euroleague veuille arriver à ce niveau-là, et peuvent arriver à ce niveau-là, mais en tout cas, je pense qu'ils souhaitent avoir aussi une possibilité de redistribution un peu plus importante pour aussi continuer à accueillir plus de joueurs. Voilà. Pour résumer, moi je voulais aller voir le Final Four cette année. J'étais content que ce soit à Belgrade, je me suis dit je vais vivre une belle ambiance, et du coup je pourrais pas y aller. On ira l'année prochaine. J'essaierai peut-être, si j'ai les sous, d'aller au championnat d'Europe. À Philippines? Non, c'est pas aux Philippines, gros. C'était la Coupe du Monde qui était aux Philippines il y a 2 ans. C'est quoi, c'est où? C'est Finlande, ça. Chypre. Faut pas être bête, j'irai à Chypre. Enfin, faut voir dans quel groupe est la France. Et les prix aussi, tu vois. Et un autre truc, genre Lettonie, je crois. Il y a 4 pays, je crois. Ouais, bah, c'est bon. J'irai pas en Lettonie. C'est quand? C'est cet été en plus. C'est fin août, début septembre. Ouais, salut, c'est bon. J'ai des projets. Ouais, ok, mec. Bref, on passe sur le 5 de la semaine. Allez, c'est parti pour le 5 de la semaine. Alors. Ok, beau gosse, c'est quoi ton 5? Théo Malédon. Ok, logique. Carlick Jones. Ok, logique. Mbaye Ndiaye. Ok, logique. Zach Lodé. Ok, logique. David Ovac. Ok, j'ai mis Eli Okobo Ouais, à la place de David Ovac. Parce qu'Eli Okobo, il fait quand même un match plutôt sympa. David Ovac aussi. On peut mettre Sylvain, on peut mettre Loni. Ouais, il y a des joueurs qui ont vraiment. Qui étaient au-dessus, donc il y a TJ Shorts qui fait 41 dévals mais il perd. Théo Malédon qui fait 30 dévals, donc voilà, on était obligé de mettre. Carlick Jones qui fait 33 dévals. Zach Lodé il fait 36 dévals, je crois, un truc comme ça. Mais 33 points, donc ils étaient obligés d'y être. Mbaye Ndiaye, très gros match pour l'Asvel qui bat les leaders et qui était invaincu depuis 10 matchs. Et voilà, et après David Ovac, voilà, ils ont battu aussi l'Olympiakos qui est une grosse équipe. Il fait un énorme match, c'est vrai. Moi j'ai mis le Kobo parce qu'ils ont fessé aussi le Fenerbahçe. C'est vrai. Et que voilà, même s'il a été bien aidé par Mike James, mais on l'a dit tout à l'heure, à l'Étoile Rouge, tout le monde a taffé. Tout à fait. Écoute, j'ai bien aimé l'émission du jour. C'est sympa. En plus, il n'y a pas eu de problème micro. J'ai
J'espère qu'il n'y aura pas de problème de carte mémoire. Let's go. Hier j'ai filmé le match, le premier carton. Je sais pas ce que j'ai fait à la fin du premier carton. J'ai supprimé des trucs pour faire de la place, il n'y avait plus de place. Je crois que j'ai dû supprimer le premier carton. Du coup, bah, j'ai pas le premier carton en vidéo. Ouais, bizarrement, quand t'as été claqué. Hein. Bizarrement. Non, j'ai fait une passe D. T'as kiffé ma passe D ou pas sur Ouais, le flash de l'intérieur? Ouais, Elle était pas mal, hein. Petit flash, boum, elle est passée au cordeau comme ça. sexy. Je l'ai pas. Je vais demander à Iban, est-ce qu'il l'a là? C'est sexy. Même la passe que t'as mis sur Alexis. Pour buzzer? Ouais. Ouais. Ça, c'était une passe un peu plus gaze, genre en sautant, il était Ouais, tout seul. le saut. Mais la passe, là, elle était sexy. Fakou, c'est pour toi. Facundo Campazzo, plus le temps passe, et il est fort, hein. Bah là, on va le voir mardi. Mais comment je le déteste dans l'attitude, c'est un délire. C'est toujours en train de pleurer, il faut qu'il arrête de traîner avec Sergio Llull, hein. Bref, sur ces bonnes paroles, on vous dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker. Merci encore une fois sur la dernière vidéo, on a battu le record de vues. Record de likes, pas de beaucoup, mais record de vues aussi, ça de beaucoup. On a fait, c'est pas des stats énormes, mais voilà, c'est quand même beaucoup plus, presque 100 vues de plus sur un truc qui fait d'habitude 380 vues, donc c'est quand même 25% en plus. Donc continuez à partager, donner de la force. On va un peu segmenter, enfin là je vais mettre la vidéo en entier, mais je vais aussi reposter la vidéo par exemple que sur les MIP ou que sur les rookies qu'on a fait la semaine dernière, parce que je pense que... Bientôt dans les studios à Webedia. Voilà. Ah ouais, mais gros, j'ai acheté une maison, j'ai un studio exprès, donc on fera chez moi. Quand mon chien ira mieux. Ouais, merde. Sur ce, à la semaine prochaine. Banks. Banks.